Chers amis, bonjour à tous, bienvenue sur Zouk TV, fidèle à votre émission Quoi de neuf. Je vais vous demander de suivre attentivement cette émission et tout ce qui sera dit dans cette émission. J'ai à mes côtés M. Max Auguste Dufresneau. Max, bonjour, bonsoir, comme tu veux. Oui, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, nous t'avons déjà reçu une première fois, je me souviens. D'ailleurs, tu m'avais offert un ouvrage qui, par la suite, a été très sollicité, puisqu'il m'a été demandé en emprunt par des chercheurs, on va dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, tu nous présentes un livre, aujourd'hui, un autre jour pour les Outre-mer. Première question d'abord, Max. Tu te définis au fait comme quoi? Comme un biologiste? Comme un écrivain? Comment on va définir quoi? Moi, je suis comme un être humain. Oui. Qui est martiniquais et qui s'intéresse à la culture en général et surtout à la culture de son pays. Mais je ne sais pas ma fonction de biologiste et mon occupation d'écrivain. C'est-à-dire que c'est un truc que je fais, que j'ai toujours fait, donc j'écris. Mais ce n'est pas mon métier. Mais il n'empêche qu'on peut réfléchir. Il n'est pas donné seulement aux littéraires, aux intellectuels, de réfléchir. Parce qu'il y en a qui réfléchissent tellement qu'ils couillonnent les gens en pensant que les autres sont des imbéciles. Ouais. Je prends le cadre de la créolisation et du tout monde. Le tout monde, c'est une énormité. Une énormité. La météo est basée sur le tout monde. Mais c'est basé sur la théorie du chaos. Mais pour qu'il y ait un chaos, il faut que les conditions soient bien définies. On ne dit pas chaos, ça dit un bordel où il y a... On comprend, c'est pas ça le chaos. Quand Glissant parle du chaos de tout le monde, il veut dire qu'on va arriver à un endroit où personne ne reconnaîtra sa propre culture. Mais pour qu'il y ait un chaos au départ, il y a des conditions. C'est un truc scientifique, le chaos. J'ai un fils qui a fait une théorie sur le chaos. C'est là qu'il a eu sa thèse de doctorat et professeur de sciences économiques. Mais il faut qu'au départ, on dit que les conditions initiales soient aléatoires. Ça veut dire qu'il faut que les cultures qui se soient rencontrées de bonne foi et des échanges entre elles. Alors qu'au départ, ce n'est pas ça. La colonisation, c'est l'imposition d'une culture sur d'autres. Ouais. Donc, ça ne peut pas amener un chaos. Voilà, donc Max, effectivement, ton séjour en Afrique, tu es resté longtemps en Afrique, tu as pratiquement fait un peu plus que la moitié de ta carrière en Afrique. Qu'en es-tu exactement en matière d'observation? Qu'est-ce que tu en tires en matière d'observation? Parce que tu t'es beaucoup... oui, à partir de ta... Oui, mais mon séjour en Afrique... Ta dialectique sur le créole, tu as utilisé beaucoup tes expériences en Afrique. Mais c'est normal, parce que je parle des langues africaines. Je parle dioula, je parle mina, j'en parle deux déjà pas mal. Hein. J'essaie d'apprendre le lingala, c'est difficile, et le swahili. Mais je vais doucement. Bon, mais en fait, l'Afrique, ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'a donné une précision sur ma personnalité. Oui. J'ai dit, bon, moi, j'aime bien les Africains, mais je ne suis pas africain. Et eux-mêmes le reconnaissent. Parce que moi, dans le milieu, on m'appelait comment? On ne m'appelait pas Yovo. On ne m'appelait pas Yovo comme les Blancs. On m'appelait Amejo. C'est-à-dire la personne qu'on aime, qu'on accueille. Mais on ne m'appelle pas mon frère. Ils savent que je ne suis pas... que j'ai une partie de culture africaine. Et en fait, ça date de longtemps. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, leur culture a évolué aussi, mais bien sûr. Donc, il faut chercher dans le fond des choses. Oui, mais là, tu trouves un compromis, parce que là, maintenant, pourquoi je te pose la question? On a une tendance maintenant, la vague de panafricanisme, tout le monde, etc. C'est une mode ou comment? Parce que tout le monde te dit que... On s'embarque là-dedans, il s'habille, vestimentaire, tout. Bah, d'ailleurs, même toi, oui, non, moi... tu as toujours été comme ça, toi. C'est parce que j'ai toujours été comme ça. Même quand j'étais en Afrique, j'enseignais comme ça. Ouais. Si bien que j'ai été convoqué par le recteur de l'université, qui m'a dit, monsieur Dufresneau, mais quand vous habillez comme ça, on ne sait pas qui est étudiant, qui est professeur. Parce que j'avais 30 ans, à ce moment-là, quand j'enseignais, j'ai commencé à enseigner. Et j'avais des étudiants de 26 ans, 27 ans, qui étaient à l'internat en médecine. Et j'avais des sabots. Et il m'a dit, ah mais non, c'est trop décontracté. Donc finalement, j'ai arrêté, je mettais les chemises pour aller faire mes cours. Mais je trouve que ça, c'est bon parce que c'est aéré. C'est ample. C'est ample. Alors, on ne transpire pas. Même quand on transpire, il y a le vent qui passe. Ça vous sèche. C'est pour mon confort, je mets ça. D'ailleurs, celui-là n'est pas africain.
J'ai acheté ça en Martinique. C'est une imitation. Mais c'est ample. Et puis j'ai toujours été comme ça. Je ne suis pas adepte de la cravate. Ça, non, non. Je pense que l'habit ne fait pas le moine. On dit que l'habit fait le moine, je pense que ça ne fait pas le moine. L'habit trompe souvent. Il y a des chrétiens habillés en gentleman. Alors, on va justement... ça fait un moment, en fait, ça fait quelques bons mois, tu es retourné en métropole, on peut appeler ça comme ça, en France, on va dire carrément. Tu observes les Antillais. Est-ce que tu penses que les revendications des Antillais en l'autre bord sont les mêmes que celles qu'ils ont ici? Qui ça y est exactement là-bas? Non, là-bas, ils sont... Le retour au pays, ça. Oui, non, pour eux, le pays, c'est un endroit où on va en vacances. On va en vacances aux Antilles, quoi, mais je ne pense pas qu'ils sont taraudés par nos problèmes politiques en Martinique. Ah bon, tu le penses vraiment? Ah oui, je le pense, mais je connais je suis maintenant Antillais, en France, des Antillais, je fréquente des gens à Lyon, je fais des réunions, puisqu'on est en train de préparer un truc. Il faut pousser, il faut pousser, il faut pousser. C'est-à-dire qu'il faut pas laisser les autres prendre du terrain. C'est pas parce qu'on est âgé qu'il faut dire, bon, maintenant, j'arrête. Non, il ne faut pas arrêter. On arrête quand on est mort. Mais tant qu'on peut transmettre, il faut transmettre. Et il faut faire bouger les lignes. Les lignes peuvent bouger, mais il faut de la patience. Parce que ceux qui sont en face, ils sont aidés par l'État français. Donc c'est difficile. Ouais. Alors justement, quand tu vois une nouvelle génération, tu m'as dit, bon, comment c'est qu'à prendre l'âge, on ne va pas dire ton âge pour, n'est-ce pas, pour ne pas... Voilà, alors là, tu as deux générations, je ne vais pas dire qui sont côte à côte, mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes principes. Tu as une intelligence artificielle qui arrive, etc. Est-ce que tu penses que cette nouvelle génération, avec les nouvelles valeurs, ils sont concernés par toutes ces curiosités que tu viens d'évoquer? Oui, je pense. Je pense que les jeunes sont plus aptes à comprendre qu'on soit autonome que les âgés. Parce que nous, en fait, on s'est trompé de cible. À un moment donné, les nationalistes, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de lutter contre le colonisateur, on luttait entre nous. Le mime contre le mot des masses, le PK. C'est-à-dire qu'on se battait entre nous alors qu'en face, l'ennemi était en face. Mais non, mais on se battait entre nous pour prendre des places. Alors que l'objectif, n'était pas cela. En plus, on s'était trompé. Wow. On s'est trompé. En 98, il y a eu un manifeste des 7 partis indépendantistes. Il y a une énormité dans la déclaration. Une énormité. Et je me souviens que j'étais... Tu parles pas de légitime défense, non? Non, je parle on a fait une réunion des 7 partis indépendantistes actuels. Oui. Modemas, PKLS, EGRS, MIM, etc. Ça se passait au rond-point du Vietnam héroïque, dans un resto qui était là-bas. Oui. Et on a fait une grosse déclaration dans la presse, manifeste de 98. Mais dans ce manifeste, j'ai signalé à Marie-Jeanne qu'il y avait une erreur. Le gars m'envoyait promener en me disant que je faisais trop l'intellectuel. Je dis OK. Le texte disait « Et toute évolution institutionnelle doit se faire sous l'égide de l'ONU. » Je lui ai dit « Chabet, c'est une ânerie. Parce que si tu as une évolution institutionnelle, c'est un arrangement administratif. L'ONU n'a rien à voir dedans. » Voilà. Et évidemment, les Français ne sont pas des imbéciles. Ils ont vu le texte et ils nous ont baladés dans l'évolution institutionnelle. On nous balade dedans. Ouais. Avec des moyens psychologiques que j'ai décortiqués, mais que les gens s'en foutent. Ils s'en foutent. Ce qui est, c'est qu'ils aient la place et qu'ils gagnent de l'argent. Mais ils ne voient pas que les générations qui suivent auront un problème. Parce qu'il il faut voir la situation en Martinique, l'état d'esprit des gens chez nous, et l'état d'esprit de celui qui domine. Wow. Je disais qu'on n'est pas né de la colonisation. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas venus nous envahir. Nous ne sommes pas envahis. C'est en Afrique qu'il y a eu la colonisation. En Algérie, il y a eu la colonisation. L'armée française a débarqué, a zigouillé les gens. Mais ici, ce n'était pas ça. Il y a des Blancs qui sont arrivés, qui ont tué, qui ont génocidé les Amérindiens. Ouais. Il y en avait peut-être un petit nombre qui étaient esclaves en même temps que les Noirs. Et la masse des nègres est arrivée. Mais le peuple a pris naissance, non pas avec la colonisation, a pris naissance de l'esclavage, d'une oppression. C'est une oppression qui a fait que, alors, on est arrivé à la libération. Je passe dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a beaucoup de notions fausses.
Non, mais tu vois, par exemple, nous, quand on enseigne aux enfants, etc., on parle des vagues de peuplement. Tu as eu les Amérindiens, donc c'était des vagues de peuplement, mais pas avec tout à fait l'idée que tu développes là. Parce que le syncrétisme, est-ce qu'il s'est opéré totalement avec toutes ces vagues de peuplement dans la culture antillaise? Oui, c'est-à-dire, je vais te dire quelque chose. Et un peuple, quand tu as un peuple, il s'identifie par rapport à une épopée. Tu vois, le peuple français, les grands hommes français, c'est Napoléon, c'est De Gaulle, c'est Charlemagne. Donc ils ont des repères, des gens qui ont lutté. Regarde Haïti, il y en a plein d'idoles, il y a Toussaint Louverture, etc. Et ça rend la fierté au peuple. Alors pourquoi? Parce que qu'un peuple, une nation qui a une épopée doit la reconnaître. Si elle la nie et qu'on fait tout pour qu'elle le nie, tu vois, on ne peut que déglinguer les services des gens. Je prends un exemple. La France fait tout pour nous éloigner de notre épopée, c'est-à-dire reconnaître que notre épopée, c'est les Noirs qui ont lutté. Mais évidemment. Qui ont lutté. Mais et alors, par exemple, quand l'année 2011 a été décrétée par l'ONU, année des personnes d'ascendance africaine, mais le ministre de l'Outre-mer français, qui était Mme Paul Langevin, a décrété l'année des Outre-mer. L'histoire d'Africains a disparu du texte. Donc il y a une volonté. Il y a une volonté. Il y a une volonté de gommer des racines. Et on va donner plein de subventions pour mettre en machin, les Amérindiens. Les Amérindiens, ce qu'on a eu des Amérindiens, on l'a eu par les Français et par les Espagnols. Parce que c'est eux qui ont été en contact avec ces gars-là. C'est eux qui ont le Carbet, qui est un mot. C'est venu. Évidemment, c'est le village caraïbe, quoi. Voilà. Donc c'est ça. Ouais. Bon, alors là, nous allons parler plus exactement de ton nouvel ouvrage. Aujourd'hui, un autre jour pour les Outre-mer. Vaincre la peur du termite et de l'éléphant. Explique-toi sur le slogan surtout. Vaincre. Alors, termite, c'est Guimoun, éléphant. Alors, j'avais écrit un livre il y a très longtemps sur le termite et l'éléphant quand j'étais vice-président du Modémas. Et pour faire comprendre que le colonialisme était que la gauche, c'est le termite, la gauche vous flatte, vous passe la main dans le dos, comme le termite qui ronge le siège sur lequel vous êtes assis, après vous trouvez le cul par terre, on ne sait même pas à quel moment. Et l'éléphant, c'est la droite, qui vient carrément avec des gros sabots et qui met les pieds dans la vaisselle. Voilà, donc c'est ça le termite et l'éléphant. Le termite, donc il a défini pas à peu près, il a défini d'ailleurs les deux forces en présence. Tu parles de société ésotérique, à un certain moment, au hasard. Alors, tu parles, elles ne font pas des facteurs influençables de notre identité. Justement, à l'instant, on évoquait ça. Alors, les sociétés ésotériques, pourquoi? Non, ça dit que là, je donne ce qui fait notre identité. J'énumère ce qui fait notre identité, la négritude, les théories identitaires, la créolité, et je vois l'influence que ça a sur nous. Et puis, il y a des sociétés ésotériques. Il y a des formations partout maintenant. Par exemple, Chihuahua. C'est vrai, c'est le truc le plus commun en Martinique. C'est l'information, les matières de ça. Bon. Mais je dis que je ne suis pas contre. Hein. Je ne suis pas contre. C'est-à-dire que c'est culturel, c'est mondial, mais seulement il faut adapter. Il faut adapter. En Haïti, la formation en Haïti est très typique. C'est très typique. Comme l'État d'Haïti maintenant, enfin là. Oui, mais là, c'est un autre problème. Voilà, c'est un autre problème. Ouais. Mais le peuple haïtien, c'est un peuple qui est fier. Qui est fier, ouais. Qui est fier. Alors que nous, la fierté, on met ça dans la poche. Ouais. Alors, tu me parles également, tu viens de constater l'histoire de tout le monde là, universalisation et contournement, le tout le monde glissant, n'est-ce pas, de la décolonisation. Qu'est-ce que tu lui reproches à Édouard Glissant? Oui, c'est-à-dire que Glissant, c'est un gars que j'aime beaucoup. Je lis Glissant, je connais très très bien Glissant. On était ensemble en France. Il était beaucoup plus grand que moi. Mais lorsqu'il y a eu l'accident d'avion en 61 ou 62, je crois, mais c'est lui qui a pris la parole à notre nom, puisque nous étions membres de l'association générale des étudiants martiniquais. C'est lui qui a parlé à notre nom. Mais il était nationaliste. Et puis, Glissant, tous ses écrits sont basés sur la colonisation. Tous ses écrits. Et à un moment donné, il y a une cassure. On sent le truc venir avec le discours antillais.
Il commence à poser des questions. Et puis après, il connaît Deleuze et Guattari. Nous tous, on les connaît. Si on n'est pas des imbéciles, on les connaît. Pas parce que tu fais des études scientifiques que tu ne t'intéresses pas à philo. En 1968, nous étions tous sur les barricades. Et il prend la théorie du rhizome et il veut absolument nous donner une identité rhizomique. OK. Mais de là à... Il est toujours colonisé en disant ça. Mais il faut qu'il se décolonise, Guissant. Il faut qu'il se décolonise. Et il se décolonise comment? En gommant la colonisation. C'est-à-dire que ça n'est pas la peine de décoloniser puisque demain, on sera tous pareils. Ouais. Max, je vois également un autre titre, le nationalisme sentimental, sans projet réel. Donc, à présent, tout le monde est nationaliste, etc. On revendique. Oui, voilà. Mais alors, tu me dis, tu ajoutes sans projet réel. Donc, tout ça, c'est du... Non, ça dit que... Il y a des nationalistes qui sont... Il y a des gens qui sont nationalistes par réaction. Ouais. C'est-à-dire que, bon, ils n'aiment pas les Français sont racistes, etc. Mais ils sont contre. Donc, ils sont nationalistes, ils sont indépendantistes, mais ils ne savent pas exactement quel projet faire. Il y en a beaucoup comme ça. Ouais. C'est pas structuré. Et quand ça se structure, c'est contre les autres. C'est pas contre le colonisateur, c'est contre les autres. Le mime, son objectif, c'est de descendre au des masses. Il faut qu'il ait la suprématie. C'est une guerre interne, quoi, si tu veux. Oui, voilà. Ouais. Et j'analyse la situation de la population. La population qui cultive un complexe d'infériorité. Par exemple, je dis la justification de 1946, quand nous sommes devenus département français. Mais ça n'est pas pour avoir l'égalité des droits. Il faut réfléchir. Ouais. Tous les gars qui étaient là, Césaire, Bissol, ils étaient à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, il y avait un projet de constitution qui était présenté par Senghor. Et cette constitution prévoyait que tous les colonisés devenaient citoyens français. Donc je vois pourquoi nous, on court pour être français avant les autres. Il y a une raison. Si on le fait, c'est parce qu'on ne veut pas être comme les autres. On veut se différencier des Africains. Donc on est français à 100%, les Africains sont français par attachement. Ouais. On avance un petit peu dans le bouquin. Alors là, une autre notion, on a parlé tout à l'heure de la jeunesse, etc. Et tu m'as dit que la jeunesse, tu es quand même optimiste concernant toutes ces jeunes. Je pense que la jeunesse... Deux domaines à maîtriser, l'éducation, la culture. Oui, c'est important. Ouais. C'est important. La culture, c'est important parce que c'est par la culture qu'on élimine un peuple. Si on vous domine culturellement, c'est fini. C'est fini, c'est par là. Parce que les Français ne sont pas bêtes. Ils s'attaquent beaucoup à notre culture. Ils s'attaquent à notre culture. Par exemple, quand les Blancs viennent ici, le coq chante le matin, il faut faire taire le coq. Ça fait partie de notre paysage. Il faut faire taire le coq. Ça veut dire qu'il y a des habitudes, ils veulent nous mettre à leur rythme. Ouais. Voilà. Ouais. Mais je dis qu'il y a un truc aussi, que non seulement il y a le complexe d'infériorité qui est cultivé chez nous, mais c'est de l'intérieur que le fruit est pourri. Le fruit ne pourrit pas de l'extérieur, il est pourri de l'intérieur. Si pas tes niveaux, pas structuré, pas tes niveaux. C'est ça. Donc, ils sont dedans. Il y a des profiteurs, ouais, des gens qui sont là, qui bouffent. Oui, des gens qui sont. Mais des fois, ils font du mal de bonne foi. Ils croient vraiment que c'est bien ce qu'ils font. Mais en réfléchissant bien, on voit qu'ils sont en train de dévier. Alors, tu as également une autre déculance. Alors, qu'est-ce que tu reproches? Il faut donc réviser la Constitution française. Qui sont reprochés comme ça, là? Avant de passer à parler de ça, oui. Je pense qu'il faut voir les relations que nous avons avec la France. Quelles relations? Il faut regarder le comportement des gens. Nous, on a un comportement d'infériorité. Eux, ils ont un complexe de supériorité. Et ça se traduit par quoi? Par l'irrespect total. On ne nous respecte pas. Oh, l'histoire de terre. Mais c'était... Ah oui, justement. On ferait jamais j'allais y arriver, oui. On ferait jamais... L'indivision, etc. Encore, s'ils ne feraient pas ça. Ils auraient pris une bombe tout de suite sur la tête. Ah, voilà. Bon, c'est-à-dire qu'il y a un irrespect total. Par exemple... on engage, on vient s'installer, on prend les terrains des gens. Oui, mais oui. Alors, tu vois, l'histoire du Trois-Îlets. Un collège où il y a 75% d'enseignants blancs
et une crasse d'Antillais, mais c'est les Antillais même qui font ça. C'est eux-mêmes qui permettent ça. Le maire des Trois-Îlets, il fait quoi? Il fait quoi le maire des Trois-Îlets? C'est eux. Donc c'est de l'intérieur que c'est pourri. Et je dis que pour que les choses évoluent, ce n'est pas nos députés, nos sénateurs, ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien, les députés et les sénateurs. Ils sont sympas, hein? Ils sont sympas. Ils sont de bonne foi, mais ils ne peuvent rien faire. Qu'est-ce que vous voulez aller faire dans une assemblée où il y a 500 personnes, vous êtes 10? Rien. Sont-ils là? C'est pas là qu'il faut travailler. C'est au niveau de la collectivité territoriale et au niveau des mairies. Ce sont les maires qui ont la situation en main. C'est eux qui doivent faire... Les élus de proximité, oui, c'est eux qui peuvent inculquer aux gens la façon de voir. C'est les maires. Oui, mais sincèrement, que ce mot-là, parce que les mêmes maires là, puis il y a dans l'engrenage, etc. Mais oui, voilà. Mais je dis quelque chose, et vous montrer le complexe des Antillais, le complexe de nos élus. Nous avons fondé une collectivité avec Charles Lucien. J'avais écrit un livre qui s'appelle Résistance et pays de nos peuples, qui demande l'instauration par l'ONU d'une journée internationale en faveur de la résistance des Noirs à l'esclavage. La résistance. Parce que dans toutes les manifestations, il n'y a pas ça. C'est le pays colonisateur qui manifeste et on rappelle, il y a le souvenir de l'esclavage, mais les victimes, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Alors, je voulais qu'on fasse ça. Et nous avons décidé, il y a Lucien et moi, on a créé le collectif, mais on a d'autres personnes en Guadeloupe, en Guyane, etc. On n'est pas trop nombreux pour ne pas... Bon. Et on a envoyé à tous les chefs d'État africains et de partout où il y a des Noirs, de la Dominique, et pas Dominique, et la Polynésie, tout ça, on a envoyé de demander de nous appuyer auprès de l'ONU. Ah oui, oui. On a envoyé... Demander des soutiens à ces gens-là. On a envoyé la demande à l'ONU. On a demandé aux autres de nous soutenir. Eh bien, et j'ai écrit à tous les députés martiniquais, guadeloupéens, guyanais. Et finalement, d'abord, aucun député n'a bougé. N'a répondu. Je me suis dit, mais c'est grave. Il s'intéresse même, sauf Antiste. Antiste m'a invité au Sénat. On a discuté. Il m'a expliqué plein de choses, que j'ai su qu'il était embêté. Mais au moins, il m'a dit qu'il était embêté. Mais il n'a pas fait les différents. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que sur les 60 États auxquels nous avons écrit, nous avons une réponse de l'Équateur, qui a fait un Skype avec nous, de Haïti, en Balai, de la Dominique, le Nicaragua et le Costa Rica. Voilà, en tout cas, Max Auguste Dufresneau, mesdames et messieurs, le bouquin, actuellement, il est déjà dans toutes les librairies. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as prévu des conférences, etc., non, des présentations, des signatures? Non, j'en fais en France. Ah bon? Parce que là, je pars tout de suite. Ouais. Mais dans les librairies en Martinique, qu'est-ce qu'on va le trouver là? Ah, je pense. Ouais. Et ils peuvent le commander. Ouais. Et toi, tu ne seras pas présent à une séance de dédicace, par exemple? C'est pas tellement... La semaine prochaine, je m'en vais, je vais faire une émission en France et je travaille. Ouais. Je gère des labos. Je gère 17 laboratoires. Mais c'est ce que je disais. Je te demandé de te définir comment. C'est un écrivain, un biologiste. Parallèlement à ton travail, tu arrives à faire des trucs comme ça, mais c'est... Oui, mais moi, je suis co-gérant. Je ne suis pas chargé. Ouais, tu es pas... Il y en a un qui gère, qui est plus chargé que moi. Moi, je suis derrière. Mais on a 17 laboratoires qu'on gère, depuis Lyon jusqu'à Orange. Donc, en passant par Montélimar, ça s'appelle Saint-Lab. Et puis, il faut que je rentre, quoi. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Max Dufresneau, pour ce petit moment passé ensemble. Mesdames et messieurs, vous voyez qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, mais qui font un travail énorme pour notre pays. À très bientôt sur Zouk TV. Au revoir.